Olympe de Gouges, Simone de Beauvoir, Gisèle Halimi, Simone Veil. Aujourd'hui, ces femmes se retourneraient dans leur tombe si elles savaient à quoi leur combat avait été réduit. Les tradwives, ces influenceuses d'un nouveau genre au brushing parfait et à la robe des années 50, se filmant en train de cuisiner, de faire le ménage ou de s'occuper de leurs enfants, ont explosé en 2024. Je voulais vous demander si vous aviez entendu parler des tradwives. This is a big deal on social media. Why do you think it's controversial? En ce moment, il y a un grand mouvement de tradwife sur TikTok, etc. Et moi, ce que j'aime trop par-dessus tout, ce sont leurs tenues. Prônant un discours conservateur et une séparation genrée des rôles au sein de leur mariage, ces dernières partagent leur vie aux relents patriarcaux sur les réseaux sociaux. Un succès qui n'est pas au goût de tous. Ou plutôt, devrais-je dire, tous. Mais si aujourd'hui on a l'habitude d'assister à une polarisation de l'opinion publique, cette fois-ci la guéguerre va bien au-delà de féministes vs conservatrices. Car les tradwives seraient en réalité bien plus que des influenceuses bien apprêtées. Laissez-moi vous présenter la nouvelle arme politique de l'extrême droite. Le point d'entrée, le lieu de recrutement des nouveaux partisans de la fachosphère. Car entre tradwives et suprémacistes blancs, il n'y aurait qu'un pas. D'enfant. Bon, y a pas à dire, être de gauche te permet de faire des intros avec bien plus de tension dramatique. Je me laisserais presque tenter. Blague à part, la première fois que je suis tombée sur le lien qui existerait entre tradwives et suprémacisme blanc, ou néonazisme, ça dépend des écoles, j'ai ricané. Plutôt j'ai soufflé du nez. Puis j'ai fini par vraiment m'y intéresser. Et je me suis dit que ça méritait un décryptage. Avant de commencer, j'aimerais vous présenter Idéochoc, le sponsor de cette vidéo, qui est fait pour vous, si vous souhaitez approfondir votre culture générale, politique ou idéologique. Un minimum culturel. Mais que vous n'êtes pas tradwife et que vous n'avez pas le temps de lire 5 pavés de 800 pages toutes les semaines. Pas le temps ou pas les capacités, je veux dire... Ça arrive même aux meilleurs d'entre nous. Chaque semaine, vous trouverez sur leur plateforme des podcasts qui résument en moins de 25 minutes les idées clés de livres essentiels à votre culture politique et militante. Histoire, philosophie, politique, on y trouve de tout. Et vraiment de tout. Des ouvrages d'auteurs classiques comme Généalogie de la morale de Nietzsche ou Psychologie du socialisme de Gustave Le Bon. Aussi bien que des ouvrages beaucoup plus modernes comme Transmania de Marguerite Stern et Dora Muto ou Surhomme et Sous-homme de Julien Rochdy. Avec 4 nouveaux livres à découvrir chaque mois et plus de 60 livres déjà publiés, Idéochoc est donc plus qu'une plateforme, c'est une véritable contre-école de la pensée qui vous permettra d'aiguiser vos connaissances et votre esprit critique sans détour, sans langue de bois, et ce pour seulement 8€ par mois. Donc c'est moins cher que Netflix, et en plus de ça, au lieu de vous abrutir, vous vous cultivez. Moi je pense que la question elle est vite répondue. Avec le code VA+, vous bénéficiez de 10% de réduction, et pour les plus récalcitrants d'entre vous qui hésitent encore, vous pouvez profiter de 14 jours d'essai satisfait ou remboursé. Toutes les infos sont en description. Notre histoire commence aux États-Unis en 2020. Enfin, en réalité, elle commence un an avant, en Chine, avec une petite chauve-souris cachée dans une grotte isolée qui décide un jour de s'envoler. Ou avec une petite expérience de labo qui a mal tourné. Ou avec un petit pangolin qui a paru vachement ragoûtant aux yeux de Li Bong, 4ème du nom. On sait pas trop. C'est raciste à cause des racistes. Enfin bon, vous l'aurez compris, notre histoire commence durant la pandémie. On se rappelle les rues vides, les distanciations sociales, le port obligatoire du masque, le ça va ça vax et surtout la fermeture des écoles. Les crèches, les écoles, les collèges, les lycées et les universités seront fermés. En France, si la généralisation du télétravail et le chômage partiel ont permis aux parents de s'occuper de leurs enfants à peu près convenablement, aux États-Unis, 2 millions de femmes ont dû quitter leur travail. Et une part d'entre elles n'y est jamais retournée. Finalement, peut-être que Simone de Beauvoir avait raison. Aucune femme ne devrait être autorisée à rester à la maison pour élever ses enfants, précisément parce que s'il y a un tel choix, trop de femmes le choisiront. Et parmi ces femmes qui sont restées à la maison, certaines se sont retrouvées sur le forum Reddit Red Pill Woman. Le terme Red Pill faisant référence à la pilule rouge que Neo avale dans Matrix et qui lui fait voir le monde tel qu'il est réellement. Le mot woman signifie quant à lui femme en anglais, normalement ça vous le savez. Sur ce forum, divers conseils concernant la sexualité, le mariage ou la famille sont partagés par des femmes pour des femmes. Pas n'importe quelle femme, des femmes se considérant anti-féministes. Ajoutez à ça un goût prononcé pour l'esthétique de la femme au foyer des années 50 et vous vous retrouvez avec la tradwife des temps modernes. Aujourd'hui, être une tradwife n'est plus seulement un style de vie, c'est devenu une véritable tendance. Sur TikTok, le hashtag tradwife comptabilise pas moins de 1,5 milliard de vues et des dizaines de milliers de publications. We're tradwives. We believe in gender roles and our marriage. I submit and I serve my husband. This is a biblical thing, so don't twist this into something that it's not. Our society has gone so far in the feminist direction that anybody who wants to live like a little bit old school and a little bit like how women used to live is fringe. Il y a comme une sorte de rêve éveillé à créer ses propres produits de beauté, le rêve de cette vie paisible grandissant dans la nature entourée de fleurs d'arbres et d'animaux divers. Les femmes appartenant à ce mouvement ont pour bible le livre de Hélène Handlin, Fascinating Womanhood, la féminité fascinante.
Un best-seller qui, depuis sa sortie en 1963, s'est vendu à 2 millions d'exemplaires. Dans son ouvrage, l'auteur cherche à aider les femmes traditionnelles à faire de leur mariage une histoire d'amour qui durera toute leur vie. Ses principaux conseils étant de cultiver sa féminité, donc être douce, gracieuse, aimante, être belle de l'intérieur comme de l'extérieur, et respecter et honorer le rôle de l'homme qui est celui du chef de famille. Donc éviter de le critiquer ou de tenter de le contrôler, mais plutôt de le laisser s'affirmer dans son rôle de leader. La deuxième Bible des Tradwives, c'est la Bible. C'est rigolo. Ou aussi le livre de Mormon, car pas mal d'entre elles ont été élevées dans le mormonisme. Dans tous les cas, la foi, qu'elle soit catholique, mormone, juive ou orthodoxe, est très présente chez ces femmes traditionnelles qui revendiquent un mode de vie plus conservateur. I am a daughter of the King of Kings, and I am called to act like it. I am called to serve. I am called to love others. I am called to honor God. Quant aux questions pourquoi ces influenceuses existent-elles et pourquoi leur contenu a-t-il autant de succès, il y a deux écoles. La première parle de la montée d'un sentiment anti-modernité au sein de la société, mais aussi de la jeune génération. Sentiment qui serait lié à une crainte de l'effondrement. En gros, comme le futur n'a pas l'air super attrayant, pour certains ça va être la peur d'une catastrophe écologique, d'autres l'effacement de leur culture, d'autres encore l'ensauvagement de la population, eh bien on va se mettre à regarder derrière nous en direction d'un passé que nous n'avons pas connu mais qui nous paraît plus paisible. C'est le fameux « c'était mieux avant ». Donc, pour le cas spécifique des Tradwives, c'était mieux quand la famille c'était un papa, une maman et des enfants, qu'on pouvait vivre grâce à un seul salaire et que la femme avait le temps à la fois de s'occuper de son foyer, de ses enfants et de ses cheveux. La deuxième école explique la montée des Tradwives par la déception du féminisme moderne et le mythe du girl boss. Par contre, attention, aujourd'hui le mouvement girl boss est critiqué aussi bien par les femmes conservatrices que par les féministes 2.0. Pas pour les mêmes raisons. Pour les femmes s'étant tournées vers le mouvement Tradwives, c'est parce qu'elles considèrent qu'on leur a vendu un mensonge, celui qu'il fallait faire carrière pour réussir sa vie. Beaucoup d'entre elles se sont rendues compte entre deux burn-out que parfois c'était pas si épanouissant que ça de bosser jusqu'à pas d'heure sans pouvoir profiter de sa famille. Pour les féministes, c'est parce que le girl boss n'est pas assez victimaire. Dire aux femmes qu'elles peuvent réussir, qu'il suffit qu'elles y croient et qu'elles travaillent dur pour y arriver, c'est partir du principe que tout le monde est logé à la même enseigne et que nous ne vivons pas dans un système patriarcal oppressif. Mais finalement, quelle que soit l'école, tout le monde semble être d'accord. Il y a dans la montée du mouvement Tradwife un rejet de la société moderne, et plus que tout du féminisme moderne. Et ça en enquiquine plus d'un. The Tradwife movement is a huge affront to all of the hard work that women and even lots of men have been doing for decades in order to get women equal rights. Non mais elles ont été manipulées ces femmes-là, c'est pas possible autrement. Enfin si tu vis aujourd'hui, tu penses plus comme ça. Ou alors pense comme ça mais dans ton coin. C'est inquiétant parce que c'est quand même un discours très conservateur, pas du tout féministe, qui obtient une audience. Comment une femme, en 2024, peut-elle ne pas être féministe ? Cette question, tous les médias mainstream se la sont posés. Enfin, ils se la sont pas vraiment posés, ils sont juste partis du principe que cette possibilité ne pouvait pas exister. Parce qu'il en était une femme normale. Je ne pense pas que je vais me faire rêver, Pénélope Bagieux, en vous proposant une vie, à rester à la maison, préparer des petits gâteaux, à repasser en attendant le retour de votre doux mari. Selon le service public, si l'on rêve de cette vie, celle de rester à la maison en préparant des petits gâteaux, en s'occupant de son linge, comme tout être normalement constitué qui n'est pas un gros dégueulasse et qui a la décence de laver ses caleçons, le tout en attendant impatiemment le retour d'un homme qu'on aime, c'est qu'il y a un truc qui cloche. Une couille dans le pâté, comme on dit chez moi. Selon leur bande titre, on est réac. Et c'est d'ailleurs à ça qu'ils réduisent les Tradwives, à des mamans réac. Je le rappelle pour ceux du fond qui ne suivent pas, être réac aujourd'hui c'est être d'extrême droite. Quelles sont intolérantes ces femmes qui excluent de leur mouvement les personnes queer ? Quelles sont rétrogrades ces femmes qui sont contre l'avortement ? Et elles vont même jusqu'à dénoncer la pilule ? Comment peuvent-elles romantiser une période de l'histoire où les droits des femmes étaient aussi limités ? Les femmes étaient moins libres dans les années 50 qu'aujourd'hui. À cette époque en France, elles étaient obligées de suivre des cours de tâches ménagères, ce qui en soit très pratique, mais c'est mieux quand les hommes aussi sont capables de repasser leur chemise. Avant 1965, la femme française ne pouvait pas travailler sans avoir obtenu l'accord de son mari, et son salaire ne lui appartenait pas. Elle n'avait d'ailleurs pas de compte bancaire, et c'est parce que des féministes se sont battues par le passé qu'on a accès à ces droits aujourd'hui. Jusque-là, on est d'accord. Là où ça coince, c'est quand on commence à entendre ce genre de choses. If these women in recent memory had suffered so much, how could their own daughters and granddaughters flee from such dearly won freedom? Feminist women have fought for your right to do that. Just stop disrespecting them. Qu'une nielle non-binaire me dise qu'elle craint des Tradwives, car ça signifie un recul pour les droits de la femme, alors qu'elle soutient un mouvement qui efface purement et simplement le mot femme, qui les pénalise dans les compétitions sportives et qui les met en danger, car un Kevin Acquette condamné à 6 jours de prison pour viol a décidé que dorénavant on l'appellerait Kelly, ça me pose un léger souci. Qu'un youtubeur suivi par 1,3 million de personnes me parle de l'intolérance des Tradwives alors qu'il dit vouloir castrer les hommes ne partageant pas les mêmes valeurs que lui,
Ça me pose aussi un léger souci. Talking about submissive women who will just let the husband do whatever he wants and they just have to cook and clean for him and please him. Hey, if you're a guy and you're traveling to Thailand because women here are too woke and you need to find one a little bit more submissive, you should be castrated. On ne peut pas comparer le féminisme d'aujourd'hui et celui des premières vagues. Au lieu de se demander pourquoi certaines femmes ne sont pas féministes en 2024, les journaleux de France 5 devraient plutôt se demander pourquoi le seraient-elles. Quelles sont les luttes féministes aujourd'hui? Les inégalités salariales? Lesquelles? Les agressions sexuelles? Pourquoi lyncher le collectif Némésis dans ce cas? Qu'on remplace le liquide bleu des pub Always par du sang avec des caillots? You go girl. Les féministes d'aujourd'hui ne sont pas les héritières des féministes d'hier. La plupart sont des universitaires frustrés qui n'ont rien d'autre à faire de leur vie que d'insulter les pseudo-coupables des problèmes qu'elles s'inventent. Je fais encore une autre proposition, mais je suis bilingue. Je parle à la fois en inclusive et à la fois à la féminine universelle, ça dépend des moments. Il serait temps de dégonfler quelques melons. Quant à l'argument suprême, les femmes au foyer des années 50 étaient misérables et prenaient des sédatifs. Women in the 1950s were being so oppressed by both society, their husbands, themselves, and that's the reason so many women were miserable and self-medicating. Women developed things like housewife psychosis, where they were so isolated in the home, they started hallucinating and hearing voices. Women were on staggering amounts of psychotropic drugs. Il est sorti à chaque fois qu'il faut prouver que les femmes étaient plus tristes et dépressives avant. Et ça ne marche pas non plus. Il y a juste à regarder le nombre de femmes se faisant prescrire des médicaments psychotropes aujourd'hui pour comprendre que la femme moderne n'est pas plus heureuse que la femme tradie. Plus indépendante, oui, mais réduire le bonheur à l'indépendance et à l'argent, parce qu'au final c'est de ça dont il est question, c'est quand même tristoun. Le bonheur c'est l'indépendance. D'abord, c'est la liberté et l'indépendance. Par là, j'entends que puisque je suis une femme, mon bonheur ne dépend pas de quelqu'un d'autre, ne dépend pas d'un homme par exemple. Je pense qu'à partir du moment où mon bonheur dépend d'un homme, je suis une esclave et je ne suis pas libre. Dans son dernier rapport, le Haut Conseil de l'égalité homme-femme s'inquiète d'un récent sondage. 58% des femmes âgées entre 25 et 34 ans pensent qu'une femme doit faire passer sa famille avant sa carrière professionnelle, contre 46% tout âge confondu. Aussi, ce sondage m'inquiète, mais pas pour les mêmes raisons. Enfin bon, 58% des femmes qui pensent que leurs enfants sont plus importants que leur prime de bons résultats, selon le Haut Conseil de l'égalité homme-femme, ce serait trop. Ça marquerait une réassignation des femmes à la sphère strictement domestique, ça irait à contre-courant des enjeux des luttes féministes et des politiques publiques pour l'émancipation des femmes. Pour démontrer cette vision rétrograde, le Haut Conseil prend l'exemple des tradwives de TikTok, qui ne seraient d'ailleurs plus des influenceuses qui influencent, mais des conservatrices qui enjoignent. Le choix des mots est intéressant. Mais oui, c'est clair. Et en ces temps incertains, où le nombre de divorces n'a jamais été aussi élevé, il est irresponsable d'inspirer des jeunes filles à un futur où elles dépendraient d'un homme. Plutôt que d'essayer de comprendre les causes de cette augmentation des divorces, on va plutôt préparer les filles, dès leur tendre enfance, à se préparer au pire. You have to face the reality that depending on a man finding you attractive for your livelihood and your kids' livelihoods is insane. Have you seen a trad wife over 50 promoting that shit on this app? There are statistics about this, like the number of men that leave their wives when they get terminal illness and or something like dementia. It's astoundingly high. It's so high that every time I see one of these trad wives on here, the first thing I think of is that's your future. Alors oui, ne pas avoir de plan de repli dans la vie, c'est jouer un jeu dangereux. C'est sûr qu'avoir un diplôme, pourquoi pas un peu d'expérience professionnelle et un contrat de mariage qui ne te laisse pas sans rien au cas où les choses tournent mal, c'est un choix plus sage. Peut-être un peu plus pessimiste, mais plus sage. Ça n'en reste pas moins un choix que tu es libre de faire ou non. Les tradwives n'enjoignent pas les ados de 14 ans de suivre leur exemple. Comme toute influenceuse qui se respecte, elles partagent les aspects les plus glamour de leur vie sur internet pour faire des vues, du clic et si elles le peuvent, de l'argent. C'est d'ailleurs étrange cette façon très française de définir la femme au foyer par le fait qu'elle ne gagne pas d'argent. Certaines tradwives se font traiter de menteuses parce qu'elles sont en réalité des entrepreneuses et qu'elles ont des revenus personnels. Sauf que voilà la définition du terme housewife. Femme dont l'activité principale consiste à s'occuper de sa famille, à gérer les affaires du ménage et à réaliser les travaux ménagers, tandis que son mari ou son partenaire va travailler. Il est dit que c'est son activité principale, pas son unique activité. Je rappelle par la même occasion qu'il n'y a pas que les couples riches ou les influenceuses TikTok qui suivent ce modèle. Un revenu en plus, même s'il est maigre, est parfois nécessaire. La plupart du temps, il est d'ailleurs plus question d'un hobby rémunéré qu'un réel travail. You actually go on social media and promote this, right? Yes, I do. And that's kind of a job. It's more of a hobby. But you have 100,000 followers or more, right? Yes. On different platforms. Yes. And do you monetize that? I do. TikTok pays me anywhere from $50 to $180 a month, and then YouTube pays me $300 a month. Une autre problématique sur laquelle je suis tombée, on ne peut pas dire qu'une femme qui n'a jamais revendiqué être une tradwife est hypocrite parce qu'elle ne mène pas une vie de tradwife. Nara Smith, une mannequin américaine, se fait traiter de grosse mytho parce qu'elle est millionnaire et qu'elle a une nounou.
alors qu'à aucun moment elle n'a dit appartenir à cette tendance. Tout ce qu'elle fait, c'est poster des vidéos de cuisine. Pareil pour Ballerina Farm sur TikTok, qui s'est mangé une pluie de critiques après un article du Times qui l'a fait passer pour une fausse fermière, vivant sous le joug de son méchant mari millionnaire. Et en France, comme le phénomène est ultra marginal, la seule et unique cible de France Info, c'est Thaïs Descuffon. Sur TikTok, cette tendance qui vante un mode de vie vintage recueille plus de 300 millions de vues. Extrait. Je ne suis pas féministe. Bien sûr que les hommes et les femmes ne sont pas égaux, ne le seront jamais et qu'il n'est pas souhaitable qu'ils le soient. Dans Tradwife, il y a wife. Les gars, c'est un peu le b.a.-ba, finalement, la chose principale à comprendre quand tu fais une émission entière sur le sujet. Le problème du service public, c'est qu'ils confondent systématiquement les tradwives et les masculinistes, car ces deux catégories sont anti-féministes. Ils ne savent pas que tu peux ne pas être féministe et ne pas non plus être masculiniste, que tu peux par exemple penser que des différences existent entre les hommes et les femmes, que les hommes sont plus forts, que les femmes sont plus sensibles, que les deux se complètent, que la féminité est une belle chose et que la libération sexuelle a été plus néfaste que libérateur pour la femme, sans pour autant vouloir capitaliser sur des pauvres mecs miséreux sexuellement en leur vendant des conseils à 2 balles qui les confinent dans leur petite bulle de frustration, où ils pensent que s'ils sont puceaux, c'est parce que la femme est un animal cruel qu'il faut apprendre à dompter. Ce qu'il faut donc retenir, c'est que certaines tradwives sont masculinistes, que d'autres ne le sont pas, et que toutes les femmes conservatrices ne sont pas des tradwives. C'est ce qu'on appelle la nuance, finalement. Concept que les bobos gauchos de France 5 ne saisissent pas, puisqu'à peu de choses près, ils pensent tous la même chose. Je me rappelle pourquoi j'ai envie de privatiser l'audiovisuel public, vous voyez. Aujourd'hui, être anti-féministe ou juste ne pas être féministe, ce n'est pas si diabolisé que ça. Elles ont tiré tellement de balles contre leur propre camp, les faux chiffres sur les inégalités salariales, les notions telles que mansplaining, l'écriture inclusive, leur silence concernant les femmes réellement opprimées dans les pays réellement patriarcaux, qu'aujourd'hui tu peux dire ne pas être féministe sans qu'on te traite de facho. De réac oui, mais pas de facho. C'est pour ça que, pour faire passer les tradwives pour des monstres sanguinaires, histoire qu'elles soient très mal vues par les populations biberonnées à France Télévisions et que leur style de vie ne séduise surtout pas, il faut déplacer la conversation à un vrai sujet qui fâche. Et quel sujet fâche plus aujourd'hui que celui des races ? On n'en a jamais autant parlé et c'est un business particulièrement fructueux aux États-Unis, donc autant faire d'une pierre deux coups. D'ailleurs, s'il y en a qui comprennent bien l'anglais parmi vous, je vous conseille d'aller voir le documentaire de Matt Walsh, Am I Racist ? Ça vaut le détour. Look around the room and point to who we believe is the most racist person in the room. Les tradwives, en plus d'être anti-féministes, sont donc des suprémacistes blanches. Plusieurs arguments appuient cette thèse. Le premier, avancé notamment par Euronews, c'est que la plupart des tradwives sont blanches. La preuve indubitable donc que la question de la race est très présente dans ce mouvement. Jusque-là plutôt logique, de la même manière, la majorité des rois de la SAP sont des suprémacistes noirs. Le deuxième, c'est que par le passé, les nounous et les femmes de ménage étaient des femmes de couleur. These videos of these young white women with perfectly curled hair and makeup talking about how they want to cook and clean for their husbands and feminism didn't do anything for them are absolutely white supremacy propaganda. Because the truth is, in the history of the world, staying home and doing those things has only ever been afforded to white women, and white women have only ever been able to pull off that labor because historically, we've been able to exploit black and brown bodies to do it. Un argument, encore une fois, parfaitement recevable. Le troisième, c'est la technique des grands écarts simultanés. Je m'explique. Dans un article sur les tradwives, Vice alerte sur le mouvement plus large dont ces influenceuses font partie, le mouvement trad, qui porte un regard nostalgique sur une époque plus ancienne. Pour illustrer son propos, le journaliste prend l'exemple d'un tweet de Culture Critique qui, au-dessus d'une photo du château allemand de Neuschwanstein, écrit « Pourquoi l'humain a-t-il arrêté de construire ce genre de choses ?» Une personne lambda comme vous et moi comprend son message comme étant « L'architecture était vachement plus stylée avant qu'aujourd'hui ». C'est dommage. Mais un journaliste d'extrême gauche obsédé par la montée du conservatisme n'est pas une personne lambda. Non, lui il va écrire que si le château de Neuschwanstein est connu, c'est surtout car il a été le lieu de stockage des œuvres d'art pillées par les nazis et qu'Hitler l'admirait tellement qu'il l'a peint. Premier grand écart, associer ce château aux nazis et aux nazis seulement. Ne pas parler du fait, par exemple, que c'est le château qui a directement inspiré Walt Disney pour son logo. Et qu'en réalité c'est surtout pour ça que le connaît le commun des mortels. Conclusion du premier grand écart, culture critique et nostalgique du Troisième Reich. Deuxième grand écart, associer culture critique au mouvement trad. En conclure que le mouvement trad tout entier est nostalgique du Troisième Reich. Troisième grand écart, associer les tradwives au mouvement trad. En conclure que les tradwives sont nostalgiques du Troisième Reich. Grâce à la technique des grands écarts simultanés, on a démontré par des éléments on ne peut plus factuels que les tradwives étaient des suprémacistes blanches néo-nazis. On dirait une vidéo complot du before du Grand Journal. Sabre laser, c'est l'anagramme parfait de les Arabes. Coïncidence ? Je ne crois pas. Oui, il existe des femmes se disant tradwives qui adhèrent à certaines idéologies extrêmes, dont le suprémacisme blanc. L'exemple cité à tout bout de champ, c'est celui d'Ayla Stewart, ou Wife with a Purpose sur Instagram.
donc épouse avec un objectif. Elle avait créé la controverse en 2017 pour avoir lancé le défi du bébé blanc. En tant que mère de 6 enfants, je mets les familles au défi d'avoir autant de bébés blancs que j'en ai eu. Un moyen de perpétuer la race blanche et de ne pas se faire grand remplacer. Sauf qu'Ayla Stewart compte sur Instagram 3000 abonnés. C'est que dalle, cette femme n'est pas une influenceuse tradwife. Elle n'est pas une influenceuse du tout. On ne peut pas prendre son exemple pour généraliser le mouvement. Je suis pas en train de dire que le suprémacisme blanc n'existe pas aux États-Unis, je dis juste qu'il faut arrêter de tout relier à ça. Un coup c'est les tradwives, un autre c'est le mariage, un autre c'est les gens qui s'opposent à la transition sexuelle des enfants, et un autre c'est l'esthétique cottagecore, qui est d'ailleurs l'ultime argument pour relier les tradwives au nazisme, donc parlons-en. Le cottagecore, qui se traduit approximativement par le cœur de la maison de campagne, est une tendance sur les réseaux fortement appréciée des tradwives qui, cette fois-ci, au lieu de reprendre l'esthétique des années 50, reprend l'esthétique de la petite maison dans la prairie. Robe blanche à manches bouffantes, chapeau ou foulard, panier en osier et campagne. Et ce qui pose un problème dans cette tendance, c'est justement la campagne. Déjà parce que ces dernières années, et surtout depuis le Covid, beaucoup de citadins blancs ont quitté les villes afin de rejoindre l'air pur de la campagne. Sauf que qu'est-ce qu'ils ont fui par la même occasion ? Je vous le donne dans le mille. Les Arabes ! L'immigration. Car à leurs yeux, elle représente un danger pour la race blanche. Et si vous vous demandez quelle est ma source, c'est cet article. C'était dans une étude de Political Research Associates, elle-même citée dans un journal, mais je sais plus lequel. Et quelle est la source de cet article ? Ensuite, romantiser et idéaliser la vie rurale, c'est assimiler la campagne à un passé parfait, quand il n'y avait pas encore d'immigration. C'est raciste, c'est donc du suprémacisme blanc. Et ai-je vraiment besoin de le rappeler, ces terres ont été volées aux indigènes. Donc être propriétaire aux États-Unis, c'est être un colon, encore plus quand tu habites à la campagne. Pourquoi ? Je sais pas, elle explique pas. Par contre, ce qu'elle explique, c'est que ce n'est pas parce que tu es un Européen que tu peux poster des photos de toi en robe dans un champ fleuri en toute impunité. Car tu sais qui idéalisait la vie campagnarde ? Les nazis. Avant de passer à la conclusion, j'aimerais juste vous rappeler que vous pouvez vous abonner à la chaîne, liker, commenter et aller voir en description toutes les infos concernant notre partenariat avec Idéochoc que vous pouvez tester gratuitement durant 2 semaines. Aujourd'hui, une partie de la jeune génération semble attirée par un certain retour aux traditions. On l'observe en politique avec la récente élection de Donald Trump ou la montée du conservatisme en Europe, mais on l'observe aussi au travers des réseaux sociaux, notamment avec les mouvements tels que celui des tradwives. Et plutôt que de se questionner sur la montée de cette tendance, les médias mainstream et plus largement la gauche tentent par peur de la diaboliser. La question c'est par peur de quoi ? Eh bien, a priori, c'est par peur de voir les droits des femmes reculer et les valeurs patriarcales ressurgir. Je comprends qu'à leurs yeux ça puisse être inquiétant. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi dans ce cas, ils font l'autruche quant au patriarcat qu'on importe chaque année. C'est une tendance qu'on retrouve aussi dans certains pays musulmans, non ? Alors, moi, de ce que j'ai vu, on parle des pays anglo-saxons, donc du Royaume-Uni également, du Brésil et du Japon pour l'instant. Alors non, être tradwife et plus largement femme au foyer, ce n'est pas fait pour tout le monde. Perso, je sais que c'est pas fait pour moi et que ça l'est encore moins pour cette journaliste de Vogue qui fait le test durant 5 jours et qui se met à boire au bout du 3e car elle ne supporte pas de rester seule auprès de ses enfants. Quand enfin c'était terminé ces 5 jours, j'ai dit thank God. Ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, on peut choisir de ne pas avoir à le faire sans que personne ne nous dise rien. Ce qui serait donc tout aussi bien, c'est qu'on laisse le choix aux tradwives de vivre leur vie comme elles l'entendent et de la partager sur les réseaux sociaux si elles le souhaitent, sans se sentir obligées de réaliser des reportages alarmistes sur un sujet qui est de toute façon marginal en France. C'est très angoissant. Je ne dis pas que mon mari est supérieur, mais dans beaucoup de domaines, il est plus fort, il est moins émotif et plus pertinent. C'est pourquoi je me soumets volontiers à lui et je lui fais confiance pour prendre les décisions. 8000 abonnés sur son compte YouTube quand même. 8000, c'est pas beaucoup. Fut un temps, il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs, on avait un truc qui s'appelait les libertés individuelles. C'était plutôt sympa. La liberté de pensée, de conscience, le droit au respect de la vie privée, familiale, tout ça. Comme quoi finalement, peut-être que c'était mieux avant.